Vous m'entendez bien? Vous voyez mon écran? C'est parfait, oui. Oui. Très bien. Donc j'ai 18 diapositives. Donc effectivement, l'idée ici de s'appuyer sur une expérience ponctuelle sur des fondations d'ouvrages d'art, donc sur le projet HS2, High Speed 2, qui est un projet de LGV en Angleterre sur lequel je vais revenir tout à l'heure, juste après. Et donc l'idée, c'est vraiment de comparer les méthodologies de conception en regardant l'organisation générale des justifications. Et puis ensuite, comme ici je parle de fondation d'ouvrages d'art, c'est de balayer rapidement les pratiques concernant, dans un premier temps, les fondations superficielles, la conception des fondations superficielles, et dans un second temps, la conception des fondations profondes. Donc effectivement, le projet HS2 High Speed 2, c'est ce qui va permettre de continuer finalement le projet d'Eurostar et la liaison avec Londres, qui était HS1. Et donc l'idée est de relier Londres dans un premier temps à Birmingham, c'est la phase 1 du projet, et ensuite de continuer vers d'autres villes plus au nord, voire même dans un dernier temps Édimbourg, mais à l'heure actuelle, cette partie-là est plutôt arrêtée, avec différentes phases, et donc cela représente au total 540 km, l'idée est de faire circuler des trains à 360 km/h, à 18 trains par heure, pour, dans un premier temps, être capable de relier Londres à Birmingham en 50 minutes. Excusez-moi pour cette petite partie qui gêne. Et la mise en service recherchée 2033 pour la phase 1. Et donc, dans ce projet-là, entre Londres et Birmingham, il y a eu un découpage en un certain nombre de lots. Et le lot central, qui est en bleu ici dans le tableau en haut à gauche, a été remporté par un groupement constructeur constitué notamment d'Eiffage, mais également d'autres entreprises. Et par rapport à ce groupement constructeur, il y a également un groupement concepteur qui a été constitué, qui s'appelle ASC, correspondant aux premières lettres des 3 ingénieries qui sont regroupées, Arcadis UK pour le A, COWI pour le C, et puis CETEC pour le S. Et à l'intérieur de CETEC, Sterasol intervient pour le detail design, la conception détaillée des fondations d'ouvrages d'art sur 20 km. Ça représente 4 viaducs et 21 passages supérieurs au-dessus de la voie LGV. Donc c'est un petit nombre d'ouvrages, mais par contre le fait d'être dans un groupement concepteur avec Arcadis UK et COWI permet de comparer à l'échelle de l'ensemble de la section centrale qui mesure 80 km les différentes pratiques. Et puis également, ce qui n'est pas indiqué ici, mais c'est que du fait de l'importance du projet, on est soumis à un contrôle extérieur qui valide les études et qui permet également là, de se confronter à d'autres pratiques, et en passant contrôle extérieur en fait qui agit complètement en aveugle, c'est-à-dire qu'on ne lui transmet pas il n'a pas accès aux notes de calcul et il donne son avis sur la seule base des plans disponibles et des données d'entrée disponibles telles que les données géotechniques. Alors effectivement, notre position à l'heure actuelle, c'est le detail design. Et donc, si on essaye de comparer ça aux différentes étapes des projets qu'on peut avoir côté français, c'est le detail design, c'est à cheval sur les étapes de projet, mais aussi les études d'exécution. Et pour finir rapidement le contexte géotechnique et géologique sur la section sur laquelle je vais m'appuyer, ce sont les formations secondaires argileuses et marneuses. Donc du centre de l'Angleterre, on est sorti du bassin de Londres avec les formations tertiaires et la craie, et là on est déjà plus bas que la craie dans ces formations argileuses et marneuses. Et puis on est en très faible sismicité. Voilà. Et donc, le principal partie de mon exposé s'intéressera à la méthodologie de conception des fondations. Donc, dans un premier temps, un point sur le contexte normatif et l'organisation au global des justifications. Puis après, je ferai un petit laïus sur les méthodes de calcul proprement dites des fondations, fondations superficielles, fondations profondes, avec quelques éléments sur également l'application de la sécurité dans les calculs, mais aussi les données d'entrée finalement qui vont être utilisées. Et au-delà de ces données d'entrée, les techniques de reconnaissance qui sont mises en œuvre pour pouvoir définir ces données d'entrée. Alors, effectivement, quand on regarde le contexte normatif et les documents de référence, on reste dans la zone de libre-échange européen, donc on va s'appuyer d'abord sur les Eurocodes, en géotechnique l'Eurocode 7, et puis chaque pays peut
ou doit publier une annexe nationale, et donc la Grande-Bretagne, en l'occurrence, bénéficie d'une annexe nationale, comme on peut en avoir une de notre côté en France. Bien sûr, l'Eurocode 7, partie 1 actuelle, n'étant pas directement applicable dans la pratique, parce que notamment un certain nombre de méthodes de calcul ou de niveaux de sécurité ne sont pas définis, cette annexe nationale va être complétée par différents documents, et donc notamment pour les fondations, il y a un code BS 8004 qui date de 2015, qui a été mis à jour avec la publication de l'Eurocode, qui va traiter spécifiquement du calcul des fondations. On peut dire que c'est l'équivalent des normes d'application de l'Eurocode 7, et donc en particulier pour nous, c'est l'équivalent de la norme française NFP 94 261 et 262, respectivement pour les fondations superficielles et profondes. Et puis à côté de ces documents, il y a d'autres documents normatifs également qui viennent cohabiter. Et donc notamment, ce qui va être intéressant pour les fondations d'ouvrages d'art, on va avoir pas mal de problématiques de soutènement des terres. On va avoir par exemple un document Publish Document 6694, PD 6694, qui va être utilisé, qui va compléter les éléments. Donc, un système qui peut être comparable. Ce qu'on peut néanmoins noter, c'est que sont également utilisés de nombreux documents de référence complémentaires. Et là, ça n'est pas exhaustif, mais il va y avoir un certain nombre de documents émis par le CIRIA, des documents américains et également beaucoup d'ouvrages de référence qui vont être utilisés par les normes et notamment le code de pratique pour les fondations BS 8004. Et j'y reviens juste là, parce qu'effectivement, si on regarde ce document BS 8004-2015, on peut être tenté pour commencer de le comparer aux normes françaises. Donc quand on regarde dans le détail, c'est un code of practice, un code de bonne pratique pour les fondations. Et le premier élément qui marque, c'est un document qui n'est pas autoporteur, contrairement aux documents qu'on peut avoir côté français. Donc, comme il n'est pas autoporteur, il y a énormément de références, et même pour la détermination de la portance, il y a énormément de références. Il y a 109 références en l'occurrence, avec tous les documents que j'ai cités préalablement, CIRIA, documents américains, etc. Ce qu'on peut également noter, c'est que les coefficients de sécurité ne sont pas donnés dans ce document-là. Donc là, il y a beaucoup de gymnastique à faire pour accéder à ce document, et donc notamment renvoyer à l'annexe nationale de l'Eurocode 7. Et si on s'intéresse maintenant précisément aux méthodes de calcul des ouvrages, et là j'ai fait un laïus sur la portance, et ben, ces documents-là également ne sont pas autoporteurs. On va trouver certains éléments pour le calcul des fondations superficielles. Là, c'est assez complet. On va trouver des éléments pour la portance, le glissement, le renversement. Et si maintenant on s'intéresse aux fondations profondes, ben, il faut bien avouer qu'il n'y a vraiment que la portance qui est traitée. Et si on veut regarder des problématiques spécifiques comme le comportement des pieux sous charge latérale, là, on va être obligé d'aller chercher à l'extérieur de ce document-là, dans les différents documents de référence. Voilà. Et puis, ce qui est intéressant avant de s'intéresser spécifiquement aux fondations superficielles, aux fondations profondes, c'est de voir comment la gestion de la sécurité va être appliquée en Angleterre. Donc là, la règle est donnée par l'annexe nationale à l'Eurocode 7 britannique. Et donc, en Grande-Bretagne, c'est l'approche de calcul 1 qui est retenue. Donc, l'approche de calcul 1 ou 1, c'est une des 3 approches de calcul présentées par l'Eurocode 7. Les approches de calcul, c'est où est-ce qu'on applique la sécurité dans les vérifications. Est-ce que c'est sur les actions, sur les propriétés des paramètres ou sur les résistances avec les jeux A, M et R. Et en Angleterre, c'est l'approche de calcul 1 qui est retenue, qui consiste à faire systématiquement 2 calculs. Donc un calcul numéro 1 où les actions sont pondérées, mais pas les propriétés des matériaux, c'est ce qu'on retrouve ici à gauche. Et un deuxième calcul systématiquement fait également en parallèle pour le LU, où là on ne pondère pas les actions, mais on vient pondérer les matériaux avec le jeu de facteurs partiels M2. Voilà. Donc ça c'est effectivement une spécificité de cette approche de calcul assez lourde du fait des 2 calculs en parallèle. Donc là, je vais rappeler simplement les valeurs des facteurs partiels tels qu'ils peuvent être présentés dans l'Eurocode 7 partie 1 et qui ont été en partie, et seulement en partie, on va le voir repris par les différents règlements anglais. Voilà. Alors quand on s'intéresse aux fondations superficielles, là l'idée c'est d'avoir une vision d'ensemble, j'espère pas trop synthétique. Donc, les règlements de calcul vont décrire comment traiter la portance, le glissement, le renversement. Ce qu'on peut noter sur la portance, c'est que les méthodes sont basées, pour les fondations superficielles, sur les paramètres de résistance au cisaillement exclusivement.
L'idée est de faire des vérifications systématiques à long terme et à court terme. Ça veut dire qu'en particulier dans le contexte argileux sur lequel on venait fonder des ouvrages d'art dans le cadre du projet HS2, les vérifications sont bien faites à long terme et à court terme. Donc ça nécessite notamment d'avoir une estimation appropriée des paramètres de résistance aux cisaillements drainés. Et puis après, quand on calcule l'importance d'une fondation superficielle, on retrouve les formules basées sur les paramètres de résistance aux cisaillements, formules qu'on qualifie parfois d'analytiques. Ce qu'on peut juste noter, c'est que globalement, le formalisme est le même que celui qu'on a l'habitude d'utiliser en France et qui est présent dans l'Eurocode 7. Juste pour noter qu'il y a des spécificités, et notamment dans cette estimation de l'importance, on a un terme de pesanteur de surface qui fait appel à un coefficient N gamma qui va dépendre de l'angle de frottement. Et ce qui est particulier, c'est que en Angleterre, on retient pour le calcul de ce coefficient N gamma une expression qui est différente de ce qu'on peut avoir l'habitude d'utiliser dans l'Eurocode 7 et en France. Et donc, en l'occurrence, c'est la courbe bleue ici en trait plein qui est légèrement inférieure de 15 à 25% à ce que donnerait la formule de calcul de l'Eurocode 7. Ensuite, on a des vérifications au glissement, également basé sur les paramètres de résistance au cisaillement, évidemment. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est que là, finalement, avec la publication de l'Eurocode 7, la pratique s'est rendue compte qu'il y avait une diminution des niveaux de sécurité et donc il y a introduction d'un facteur de modèle pour conserver les niveaux de sécurité qui étaient préalablement utilisés, le tout étant formalisé dans plusieurs documents en parallèle, ce qui complique un peu la pratique sur le sujet. Et puis sur le renversement, les vérifications ne sont pas faites en termes d'excentrement, mais en termes de comparaison des moments renversants et des moments stabilisants qui seraient calculés au coin aval d'une semelle quand on regarde l'effet des moments renversants. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est comme on se base beaucoup sur la résistance au cisaillement, toute la reconnaissance va se concentrer sur l'estimation de cette résistance au cisaillement. On va y avoir beaucoup de caractérisation par des essais triaxiaux. Il y a également, pour les sables, des estimations qui vont être basées sur la géométrie du matériau, en gardant l'angularité et la granulométrie des sables. Et puis également, beaucoup de corrélations avec les essais in situ, et notamment des corrélations avec le SPT, dont on a peu l'habitude en France, c'est pour ça que je vais en donner deux exemples ici. Un exemple pour l'estimation de l'angle de frottement à gauche, et un deuxième exemple à droite pour l'estimation de la cohésion non drainée. L'axe des ordonnées représente le rapport entre la cohésion non drainée et le nombre de coups SPT. Voilà. Un dernier sujet concernant les fondations superficielles, c'est l'estimation des déplacements. Donc là, effectivement, comme on se base d'abord sur la résistance au cisaillement, on n'a pas directement d'éléments pour estimer la déformabilité des terrains. Alors, cela étant dit, les différentes méthodes qui vont être mises en œuvre vont être basées d'abord sur la théorie de l'élasticité. Donc, il y aura besoin de caractériser la déformabilité des terrains. Pour le cas particulier des sables, la méthode décrite par l'Eurocode 7 peut être mise en œuvre, mais c'est un cas particulier. Et il va y avoir également beaucoup de recours aux méthodes numériques. Et donc, ici, le point central est d'estimer la déformabilité des terrains. Et donc, il y a beaucoup de documents bibliographiques qui sont utilisés pour essayer d'estimer le module de déformation EU. C'est un peu petit, où le rapport entre le module de déformation et la cohésion non drainée, en tenant compte d'un certain nombre d'éléments, par exemple du niveau de déformation ou d'éléments complémentaires comme le degré de surconsolidation ou l'argilosité. Mais en tout cas, il y a un choix effectivement raisonné du module en tenant compte de ces différents éléments, et ensuite les modules peuvent être injectés dans des différentes méthodes de calcul, que ce soit numériques ou analytiques. Voilà. Si on regarde maintenant les fondations profondes, si on regarde d'abord l'estimation de la portance et les règles de calcul, là encore, on va se baser principalement sur la résistance au cisaillement. Il va y avoir également des méthodes basées sur le pénétromètre statique ou le SPT, mais l'idée globale de la philosophie ici de construire des méthodes qui vont permettre d'estimer un frottement axial unitaire, c'est ce qui est présenté à gauche, et puis également une résistance sous la base, et quelque part on va avoir des coefficients de corrélation entre les paramètres d'essai in situ et ces paramètres, ou des formules qui vont permettre de passer les paramètres de résistance au cisaillement et
et les paramètres de résistance sous la base et par frottement, en tenant compte à chaque fois du type de pieu, de la façon d'exécuter le pieu qui va rentrer en jeu dans le calcul. Il y a beaucoup, on va dire, de développement, mais finalement qui ne présentent pas de philosophie très différente de ce qu'on peut faire en France. Encore une fois, on note que pour les sols argileux, on va se baser véritablement sur la cohésion non drainée. Voilà. Ce qui va plus finalement changer, c'est l'application dans un second temps de la sécurité. On est bien en Angleterre, on a choisi l'approche de calcul 1, donc on a 2 calculs en parallèle. Le calcul 1, il n'est pas changé, on applique la sécurité de la même façon. Ce qui va changer par contre, c'est que pour le calcul de la portance des pieux sous charge axiale, l'Angleterre a introduit une combinaison particulière avec un jeu de facteurs partiels R4 au lieu de R1 normalement pour le calcul 2 de l'approche de calcul 1. Et donc les jeux de facteurs partiels correspondants sont reportés dans le tableau ici. Et donc ce qui est particulier, c'est que le recode 7 introduisait déjà ces valeurs de facteurs partiels sur la résistance. Donc on va venir diminuer la résistance. Et en Angleterre, ces facteurs partiels vont être modifiés. Et donc notamment, on voit que pour le calcul de la portance sous charge axiale, les paramètres les facteurs partiels présentés par le recode 7 sont encore augmentés. Donc là, typiquement, au lieu d'avoir des paramètres qui évoluent entre 1,3 et 1,6, ils vont être augmentés entre 1,3 et 2, et en plus, il va y avoir une complexité complémentaire qui va être introduite par le fait que selon qu'on ait fait une vérification ou non explicite des états limites de service, on aura un niveau de sécurité plus ou moins important. Alors, qu'est-ce que ça veut dire explication explicite de l'ELS? Ça veut dire que non seulement on a fait des essais de chargement statique, mais qu'en plus, on a bien évalué les tassements. Donc, c'est une condition assez lourde pour pouvoir utiliser cette colonne ici. On a des facteurs réduits par rapport à celle qui est présentée ici en avant-dernier. Et puis également, comme les modèles peuvent se tromper, il y a un facteur de modèle qui est appliqué, qui est égal à 1,4 de façon générale, et 1,2 si on a fait des essais de chargement statique. Mais là, quand on dit qu'on a fait des essais de chargement statique, il en faut une fréquence qui est non négligeable. Ce qui veut dire à la fin que quand on compare le niveau de sécurité globale à l'ELU, avec les règles de calcul anglaises, on a environ 2,8 à l'ELU, alors qu'en France, on a généralement un niveau global 1,9 quand on multiplie les différents facteurs partiels sur les actions et les résistances. Alors, en passant, on a 2 calculs ici, donc on peut se dire que c'est très lourd cette approche de calcul 1, mais en réalité, comme le jeu de facteur R4 est très élevé, c'est toujours lui qui s'avère dimensionnant pour le calcul des pieux sous charge axiale. Ensuite, il y a d'autres sujets. Je voulais en parler rapidement, c'était le comportement transversal des fondations profondes. C'est un sujet qui n'est pas traité par la norme anglaise BS 8004. Ce qu'on peut constater, c'est qu'on a différentes approches qui vont être rencontrées, des approches finalement qui sont plus liées aux logiciels qui vont être retenus. On va avoir des approches qui sont basées sur des, on va dire, des modélisations en milieu continu. Donc, on va avoir des éléments finis, mais aussi beaucoup d'éléments de frontières qui vont être, beaucoup de méthodes aux éléments de frontières qui vont être utilisés pour modéliser les pieux et en particulier les groupes de pieux. Puis on va retrouver à côté également ce qu'on va plus avoir l'habitude de faire en France avec les méthodes aux fonctions de transfert, aux méthodes PY qui peuvent être également adaptées en cas de groupe de pieux. Voilà. En France, donc on utilise plutôt cette chose-là, et donc nous en particulier, pour intervenir sur le projet HS2, on a voulu aller dans la continuité de ce qui a été fait en France. Et là, ce qui est particulier, c'est qu'il s'avère qu'il va falloir choisir les fonctions PY, comment dirais-je, calibrer les ressorts qu'on va utiliser dans les calculs en tenant compte des paramètres spécifiques qu'on va avoir comme entrée en Angleterre, donc, à savoir la cohésion non drainée. Et puis également pour être en ligne avec ce qui peut être fait par ailleurs. Et là, ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup de méthodes disponibles dans la littérature qui sont citées, mais qui ne sont pas toutes unitaires. Et donc, on va avoir beaucoup d'auteurs qui cohabitent, qui vont donner des règles pour les argiles selon qu'elles soient molles ou raides, avec une continuité qui n'est pas toujours présente, et des fonctions PY où on regarde la mobilisation de la réaction frontale avec le déplacement latéral qui vont présenter des formes relativement variées avec parfois des radoucissements très marqués, mais également ce qui peut également, comment dirais-je, interpeller, c'est le fait que ces lois sont initialement très raides de façon générale par rapport à ce qu'on pourrait considérer, nous, avec des calculs basés sur le pressiomètre. Ce qu'on peut également noter, c'est que beaucoup de règles différentes, mais d'autres sujets peu couverts comme les effets de la durée de la charge appliquée.
Voilà. Pour finir, concernant la gestion de l'ELS pour les fondations profondes, bien sûr, une première approche consiste à estimer les tassements avec les différentes méthodes de calcul préalablement présentées qui vont être également disponibles, milieu continu ou méthode aux courbes de transfert, avec pour les méthodes aux courbes de transfert beaucoup d'auteurs qui vont proposer des lois de réaction différentes, mais également des vérifications en termes de résistance qui sont menées. Et là, une particularité de l'approche anglaise, c'est que à l'ELS, l'idée va être de vérifier que la descente de charge reste inférieure à une fraction de la seule résistance au frottement. Donc évidemment, si on a des pieux qui travaillent majoritairement en frottement, cette règle-là sera peu sévère, mais elle peut conduire à des incohérences pour des pieux qui seraient associés à une résistance sous la base importante ou fondée au rocher. Voilà. Et puis pour finir, j'ai parlé beaucoup de calculs, mais c'est intéressant aussi de voir quelques sujets liés à l'exécution ou aux essais de chargement statique. Par exemple, dans le cadre du projet SS2, il y a un recours qui n'est pas négligeable à des essais de chargement statique des pieux. Il y a eu d'abord une campagne d'essais préalable avec, on va dire, 5 essais en vraie grandeur sur un linéaire au total de 80 km pour capturer le comportement des ouvrages des pieux dans les principales formations géologiques rencontrées. Et il y a également des essais de contrôle. Et là, la fréquence, c'est environ 1 pour 130 pieux testés. Et donc là, l'idée est de faire des essais en phase d'exécution des pieux, soit sur les pieux de l'ouvrage définitif, soit lors de la phase de production. C'est-à-dire qu'en phase de production, on fait des pieux supplémentaires à côté qu'on va pouvoir tester. Et puis, quelques points pour finir sur l'exécution. Là aussi, par rapport au cadre du calcul, il y a beaucoup de références à un document de l'ICE qui va préciser les dispositions à retenir pour la spécification, c'est-à-dire les cahiers des charges des travaux de pieux et d'écran de soutènement. Et donc, il y a beaucoup de choses qui vont être trouvées là-dedans. Quelque part, c'est un peu le pendant du fascicule 68 du CCTG à l'heure actuelle, mais beaucoup plus développé. Et ce qu'on peut noter, par exemple, c'est qu'il y a des éléments plus sévères sur les tolérances d'implantation. Par exemple, pour l'implantation en plan des pieux forés, la valeur est réduite de 75 mm, quel que soit le diamètre. Et puis après, juste un point, moi, qui m'avait marqué concernant le choix des essais d'intégrité pour contrôler le bon bétonnage des pieux forés. Il va y avoir recours à des essais d'impédance de façon systématique. Et par contre, les auscultations soniques sont laissées de côté pour des raisons principalement de sécurité du chantier et vont être préférées aux auscultations soniques les méthodes thermiques avec des profils d'intégrité thermique qui seront réalisés avec une fréquence comparable à ce qu'on pourrait avoir côté auscultation sonique dans notre pratique en France. Je vous remercie de votre attention.